Alors, salut à toi qui nous regarde. Nous sommes avec Fabien Dessin. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Giuseppe, bonjour à tout le monde. Alors, toi qui viens de cliquer play, il faut que tu saches qu'on vient de faire une première interview avec Fabien, une première conversation où on a parlé, c'était juste génial de mon point de vue, on a parlé de principes fondamentaux, on a parlé du parcours de Fabien, des qualités qu'il faut cultiver, des défauts à éviter pour être entrepreneur, on a parlé de motivation, de mindset. Donc, je t'encourage vivement à aller voir l'autre vidéo et après, quand tu auras de l'énergie, tu peux revenir ici. Là, maintenant, on va parler plus de choses opérationnelles, concrètes, comment avoir plus de visibilité, comment utiliser les réseaux sociaux, de conseils pratiques vraiment dans la vie de tous les jours d'un entrepreneur. Alors toi, Fabien, je te présente brièvement encore pour ceux qui peut-être n'iront pas voir la première vidéo. Tu es entrepreneur depuis 15 ans. Tu as créé plusieurs entreprises, tu as eu des succès, des échecs. Encore pour savoir tout ça, première vidéo. Tu es très fort, par exemple, dans les réseaux sociaux. Si on tape ton nom sur la page de résultats de Google, c'est bam, 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 tu es partout. Donc, tu es très fort à ce niveau-là. D'abord, en parlant des réseaux sociaux, comment tu as fait, toi, à arriver à 35 000 abonnés sur YouTube, 24 000 sur, je crois, Instagram? Quel est ton secret? Qu'est-ce que tu conseilles? Alors sur YouTube, ce qui a permis à la communauté de grandir, c'est d'avoir mis en avant un savoir-faire que j'avais, c'est-à-dire l'import-export. Donc si j'avais un conseil à donner aux personnes qui ont envie de faire grandir une communauté, dans l'entrepreneuriat, on parle bien de ce type de niche, bah, c'est tout simplement de mettre en avant ses compétences, ses qualités, et puis de voir s'il y a la possibilité justement d'amener du trafic sur ce type de contenu. Moi, je voyais, j'étais beaucoup axé sur la foire de Canton, la Chine, le business dans l'import-export avec l'Asie. Donc, il y a un public pour ça, surtout ceux qui ont transité par le dropshipping, qui veulent passer à l'étape supérieure, me trouvent généralement facilement. Dès lors que tu tapes business en Chine, que ce soit sur Google, sur YouTube, je suis forcément présent. Donc, se positionner sur la toile, c'est très important. Surtout que malgré tout, ce business et l'Internet est encore récent. Donc, plus on va réussir à se positionner, plus on aura des possibilités de grandir et d'occuper le terrain. Très bien, ouais. Alors, merci de préciser que, pardon, on parle bien de communauté pour faire du business, c'est pas pour jouer la star et avoir des millions de followers, mais dans une niche telle que la tienne, c'est une grande communauté, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc, si je retiens bien, tu as choisi une thématique et tu parles toujours de cette thématique dans les grandes lignes ou deux, trois thématiques. Alors en fait, quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, l'intérêt c'était de parler vraiment de l'entrepreneuriat, des échecs, des réussites, en fait, du mindset de l'entrepreneur. Je partais sur cette vision et j'ai vu que mon passé, ma carte de visite, dès lors que je mettais une vidéo en rapport avec le business, avec la Chine, je faisais beaucoup plus de vues. Mhm. Donc, je me suis orienté vers. On a tous un savoir-faire, une compétence, et généralement, on cherche un peu compliqué, alors que cette compétence, on la maîtrise parfaitement. On peut en parler des jours et des jours sans forcément avoir de contenu à créer, parce que c'est en nous, on maîtrise parfaitement, et ça intéresse beaucoup de monde. Donc, des fois, tout simplement, ce petit savoir-faire peut intéresser énormément de monde. Et on est d'accord, hein, comme tu l'as dit, Giuseppe, on est dans l'entrepreneuriat, on ne fait pas des vidéos, comment dire, des vidéos pour buzzer, hein, on fait des vidéos pour transmettre. Donc, c'est une niche qui est spécifique, hein, on n'aura jamais des millions d'abonnés, mais ce n'est pas notre intérêt. C'est simplement de fédérer, de créer une communauté qui va nous suivre dans le futur. On va avancer tous ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, tu es quand même très, très humble et modeste parce que en réalité, avoir autant d'abonnés que tu as dans une niche, c'est pas facile, c'est beaucoup de travail. Mais je retiens ce conseil, voilà, ayons confiance que le sujet qu'on maîtrise, ben, pour les gens qui ne le maîtrisent pas encore, ben, on a des choses intéressantes à dire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher 10 000 sujets, concentrons-nous sur la niche. Est-ce que ta croissance, elle a été 100% organique ou tu as utilisé des leviers d'acquisition, de la publicité, par exemple, Facebook, YouTube, pour faire venir des gens sur tes contenus? Alors, sur Facebook, j'ai vraiment très peu utilisé le côté marketing, c'est-à-dire la publicité.
Sur YouTube, j'ai eu plusieurs campagnes de ce type pour essayer de grandir la communauté avec des vidéos que je pensais bien entendu avoir de l'intérêt. Et parfois, il faut savoir faire justement, c'est du marketing, il faut savoir investir pour avoir une retombée. Mais je préfère sincèrement 80% de mon trafic a été de manière organique parce que quand tu fais de la publicité, alors moi je me suis jamais positionné sur une publicité de Giuseppe que tu vois apparaître en début de vidéo. Parce que personnellement, moi, j'ai pas de bloqueur de pub et je me trouve harcelé déjà par ce format où tu n'as rien demandé, tu as quelqu'un qui va te vendre de l'immobilier, du dropshipping. C'est très agréable quand tu n'as rien demandé. Je compare toujours ça. C'est un peu comme si le matin, tu ouvres ta fenêtre et tu as un mec qui saute sur toi. Est-ce que tu veux acheter un aspirateur tu vois, alors que tu n'as rien demandé. Moi, je perçois ça comme ça. Donc, je me positionnais toujours sur des vidéos par contre, dans la liste, tu vois, dans le listing, en rapport avec justement les mots-clés, les mots que les personnes recherchaient. C'était la Ok. manière dont je pense qu'il est important d'utiliser pour faire grandir sa communauté parce que le business est partout maintenant. On est obligé de mettre nos vidéos en avant, mais ça peut être aussi des articles de vlog, etc., de blog, pardon, qui vont te permettre de faire grandir une communauté. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc les vidéos suggérées, c'est un bon levier d'acquisition. Et puis c'est pas très intrusif parce que tu vas pas interrompre une vidéo ni avant ni pendant. Pas mal, ouais. Et Et le plus important, c'est d'avoir des personnes qui te suivent parce qu'il y a un intérêt et éviter. Parce que si tu fais une grosse campagne, automatiquement, tu vas avoir aussi beaucoup de personnes qui vont venir peut-être parasiter tes commentaires et c'est pas forcément positif dans l'ensemble. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus positif qu'une personne qui te trouve d'elle-même, en fait. Elle est ça c'est arrivée là sûr. parce qu'elle avait besoin de tes compétences. C'est comme dans un magasin, quand tu fais du business, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un client qui se déplace parce qu'il veut acheter de lui-même. La Ça c'est vente est, clair. la vente est très saine, là. Il y a pas de forcing, quoi. Tout à fait, ouais, 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 c'est vrai. Après, pour ceux qui ne connaissent pas cet aspect de la publicité, on ne parle pas là d'acheter des vues ou des faux abonnés, c'est pas du tout ça, hein. Là, on donne un petit peu d'argent à Google qui possède YouTube pour qu'il suggère une vidéo, pour que des gens qui aiment la vignette et le titre cliquent dessus, puis ils disent ah ouais, c'est intéressant ce sujet, ils aiment la vidéo, ils découvrent Fabien ou votre chaîne à vous, et grâce à ça, ça devient déjà c'est des vraies vues et c'est des vraies personnes derrière. C'est juste qu'on va aider un peu YouTube pour mettre notre vidéo en avant. Parce que sinon, quand on débute, si on est dans une thématique où il y a beaucoup de concurrence, si on fait 10 vues, YouTube ne va pas mettre ta vidéo en avant si tu as 35 vidéos qui font des milliers de vues ou voire des C'est millions. devenu du business, quoi. C'est C'est ça. devenu du business. Si tu veux, ton positionnement, c'est comme la page Facebook, par exemple. Avant, quand tu créais une page pro, tu avais la même visibilité qu'un compte perso. Et après, Facebook a arrangé les algorithmes pour que ce soit justement l'obligation de mettre de la publicité pour être vu, même simplement par ceux qui ont liké ta page. Donc, Ouais, c'est fou, hein. Alors, c'est du business. la suite de la discussion, elle est intéressante parce que souvent, moi, je parle de ce genre de sujet avec des marketeurs dont c'est le métier, etc. Mais aujourd'hui, on a affaire à un entrepreneur qui a utilisé des leviers de marketing digital, non pas comme un pro du marketing digital, mais comme un utilisateur du marketing digital. Donc, c'est pas mal d'avoir ce point de vue-là. Déjà, je te pose la question directement. Est-ce que c'est toi-même qui t'occupes de tes réseaux sociaux personnellement ou tu utilises les services d'un community manager ou quelqu'un de ton équipe? Comment ça fonctionne pour toi? Non, j'utilise, c'est moi qui gère les réseaux. J'ai mis mon compte Instagram à une époque avec une société dont je tairai le nom, où ils proposaient justement de faire grandir ton audience. Et en fait, c'était que du fake. Après, tu payes le prix et ils te promettent tous en fait de grandir une audience, on va dire proprement. Et en fait, ils font tous la même chose. Il y a des achats de likes et de followers qui ne vaut absolument rien, qui ne valent absolument rien, quoi. Ah mince. Mais ça veut dire que tu t'es retrouvé avec des abonnés, enfin des followers qui en fait n'ont pas d'engagement, donc c'est juste un nombre. Un engagement, en fait, on va te dire, voilà, regarde, depuis qu'on a pris ton compte en main, il y a plus de vues, plus de ceci, mais en fait, si tu vois bien les abonnés comment dire, ils ne viennent pas commenter, etc. Et ça se fait énormément, énormément. Il n'y a pas d'intérêt dans. Ouais, c'est ça. Comment on Voilà. fait dans ces cas? Tu peux nettoyer ta base ou est-ce que tu vas être pénalisé? Ton retour d'expérience qui est, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que tu es un expert d'Instagram. Par contre, tu as des résultats. Donc, comment est-ce que tu as géré ça après?
Écoute, Instagram, ça n'a jamais été pour moi un outil. Moi, c'est vraiment YouTube et Facebook. Ok. Instagram, je poste pour retransmettre, mais c'est pas. Je donne un grand intérêt, moi, à l'envoi de ma newsletter au quotidien. Je suis vraiment à l'ancienne, si tu veux. J'ai un hypercute. Je te donnerai le lien si tu veux le mettre dans la description, ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent. Hypercode comme dans la boxe ou... Exactement. En fait, la création du percute, c'était je t'envoie chaque matin en fait ta dose de motivation quotidienne Ok. et en même temps, je transmets mes déplacements, mes événements que je fais, tu es tenu au courant de tout ce que je mets en place. Et c'est le moyen pour moi de vraiment de qualifier mon audience en fait. De tous ceux qui me suivent, je sais que ceux qui sont à l'Hypercute, c'est ceux qui sont vraiment le plus à même de, de, de suivre mon actualité, quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment cool de parler de ça avec un nom. Enfin, tu es forcément marketeur parce qu'en étant entrepreneur et en ayant les résultats que tu as, tu fais du marketing, mais tu t'affiches pas comme un marketeur. Tu ne vends pas tes services de marketing, à moins que je me trompe, à Non, d'autres. non, Tu non. vas pas faire le marketing des autres. Par contre, ce que tu dis est très intéressant. Tu as dit, ouais, je fais marketing à la papa ou à l'ancienne, je sais pas comment tu as dit. Mais en réalité, je pense que l'email marketing est encore aujourd'hui un levier énorme d'acquisition ou de fidélisation parce que déjà, tu possèdes ta base. Alors que sur les réseaux sociaux, tu ne possèdes rien. Sur YouTube, ton contenu, quelque part, il est lâché dans la nature et tes followers, ils ne sont pas à toi. Tu peux les perdre, ton compte peut être fermé, tu ne peux pas forcément les joindre. Tu possèdes ta base. Et en plus, quelqu'un qui, comme toi, envoie un mail tous les jours, il y a des gens qui lisent tes mails tous les jours, c'est que c'est une audience hyper engagée et c'est des vrais fans, quoi. Exact. J'ai deux groupes, si tu veux. J'ai à la fois cette Hypercute et j'ai créé récemment un canal privé sur Telegram où Ok. là, j'envoie un podcast chaque jour en rapport avec un sujet bien précis. On touche vraiment là à quelque chose de différent. On est sur la vibration, l'attraction, etc. C'est pour encore un public différent, mais que je veux séparer. Et je me dis là, c'est la communauté dans la communauté, si tu vois ce que je veux dire. Tu l'as bien expliqué. Sur YouTube, malheureusement, d'ailleurs, il y a des personnes qui likent, qui s'abonnent et qui ne vont pas forcément suivre comment dire, ton contenu régulièrement. Donc là, ça te permet vraiment de quantifier. Et puis aussi, le jour où ça se ferme pour je ne sais pas quelle raison, tu te retrouves avec ta base, ta communauté, c'est très important, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis des gens, ils disent, ah, mais email, as peut-être 20%, 30% de taux d'ouverture. À mon avis, tu peux avoir beaucoup plus si tu as une communauté engagée. Mais maintenant que tu n'as que 20%, bah, comparez les grandes chaînes, à part les chaînes de divertissement, on ne parle pas de Norman, Cyprien, on ne parle pas de ça, hein. Mais prenez n'importe quelle chaîne sur une thématique information, bah, comme celle de Fabien, comme la mienne, une chaîne information. Vous regardez le nombre d'abonnés, s'il est public, vous regardez les vues. Et puis souvent, c'est 10%, quoi. Donc, la Exactement. délivrabilité, elle est sans compter que sur YouTube, tu es en compétition. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se lancer sur YouTube, mais il faut comprendre la différence. Tu es en compétition avec 36 000 contenus, des vignettes dans tous les sens, des pubs. Alors que si moi, j'ai reçu un mail parce que j'ai demandé que Fabien m'écrive tous les jours, bah, et d'ailleurs, le taux de transformation, elle est énorme. Le taux de gens après qui, pour vendre par email, c'est beaucoup plus facile que vendre sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et tu crées une communauté, ça veut dire que demain, tu décides par exemple de faire un event. Moi, je trouve ça un outil formidable parce que tu as peut-être ces 20% comme dit, ou 30% qui vont être présents à ton événement. Et ça, c'est formidable. Ouais, ouais. Non, c'est top. Puis après, les canaux un peu plus intimes, tu parlais de Telegram, WhatsApp, ce genre de trucs, c'est aussi pas mal pour créer une communauté. Moi, je le fais avec Cartonnet. Donc, je vois que ça donne des bons résultats parce que après, il ne faut pas abuser, bien entendu. Il faut le demander au bon moment. Mais c'est pas mal, je trouve, de communiquer aussi sur ces canaux qui sont d'habitude un peu plus personnels. On rentre un peu pas dans l'intime, mais en fait, ton message, il est entre le message de la tante et puis de l'amoureuse ou je trouve ça pas mal, quoi. Et recevoir j'aime bien cette idée d'envoyer un podcast. Alors, j'ai pas énormément de monde, hein. J'ai fait ça il y a 15 jours. On doit être une petite centaine. Mais c'est des personnes qui reçoivent un audio. Je m'étais engagé une première semaine, je me suis engagé une deuxième semaine parce que les personnes, j'ai fait un petit sondage et je pense que c'est quelque chose que je vais faire durer sur 3 semaines. Et puis après, peut-être tous les une semaine, je ferai un audio, mais ça permet vraiment de tester un univers.
encore différent, encore une niche différente, quoi. C'est formidable. Ouais, ouais. Et puis, tu vois, tu dis c'est qu'une petite centaine, mais je trouve que c'est tout à fait respectable parce que si tu as 100 personnes qui t'écoutent régulièrement, c'est pas donné à tout le monde d'avoir 100 personnes qui l'écoutent. Et ce qui compte, on parlait de ça avec Jean-Christian Rivet, il est expert en réseautage, c'est pas tellement la quantité de gens que tu vas toucher. Alors bien sûr, la quantité est importante, mais ce qui est plus important, c'est la profondeur avec laquelle tu vas les toucher, les influencer. Si tu as les deux, c'est mieux. Hein. Si tu as les deux, c'est mieux. Alors on comparait ça à la mèche d'une perceuse. Alors la quantité de gens, ça peut être le diamètre de ta mèche. Et comment tu vas les influencer ou les aider ou les impacter positivement, c'est la profondeur du trou que tu peux creuser, quoi. Alors, si tu as les deux, c'est mieux. Si tu as une large mèche qui fait un gros trou, c'est bien. Est-ce que on échange régulièrement avec des amis qui sont marketeurs? L'idée, c'est pas d'avoir une liste d'un million d'emails s'il y a seulement 10 000 personnes qui sont intéressées à ouvrir ton mail ou qui s'intéressent à toi. Il faut avoir des leads qualifiés, des profils qualifiés justement qui te suivent et qui ouvrent tes mails. Ça, c'est très important, quoi. C'est ça, ouais. Surtout qu'en plus, ça va coûter cher parce que souvent, on paye au nombre de contacts et donc, ça ne sert à rien. Il y a même des entrepreneurs comme toi ou des marketeurs qui nettoient régulièrement leur liste en disant bah, si vous n'ouvrez pas mes mails depuis 3 mois, bah, vous sortez parce que ça me coûte de l'argent, je veux perdre du temps, on pollue Internet avec des messages. Donc. Exactement. Ça, je suis d'accord. Tout à fait. L'idée, c'est pas de se dire, voilà, je suis content, j'envoie 10 000 emails par jour. S'il y a seulement 500 personnes qui les ouvrent, je vois pas l'intérêt. C'est jeter, c'est polluer et jeter en même temps de l'argent comme ça, quoi. C'est ça, ouais. Je suis vraiment content de faire cette interview avec toi. Je réalise maintenant en parlant, je me répète un peu. Souvent, j'apporte des conseils à ma petite communauté. Hein, là aussi. Bon, moi, j'ai commencé en octobre, donc ça fait maintenant 6 mois. Bon, que le Covid, c'est un peu spécial, mais on est à peu près 250. Et souvent, je partage des conseils qui viennent. Par exemple, il y a l'expert Facebook qui va parler de Facebook, l'expert Instagram. Mais du coup, c'est un pro, il est un peu biaisé, alors que toi, tu es quelqu'un qui le fait pour toi. Et je réalise qu'en fait, c'est un cas d'utilisation très puissant. Ça, c'est plutôt cool. Euh, du coup, ma question, c'est plein d'entrepreneurs, surtout tu sais, les freelance qui sont seuls, ils disent qu'ils n'ont pas trop le temps ou ils n'ont pas l'argent justement pour faire de la pub sur les réseaux sociaux. Alors, quel conseil tu donnerais? Juste peut-être un conseil pour quelqu'un qui dit j'ai pas beaucoup de temps. Comment tu fais, toi? Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, hmm, au départ, il faut réussir à avoir, justement, c'est compliqué parce que au départ, on est forcément obligé de faire ça un peu seul. Euh, Peut-être d'aller voir sur des plateformes type, tu vois, on peut trouver des freelancers vraiment à moindre coût, à quelques dollars de l'heure pour démarrer, histoire de, alors ça peut être dans des pays assez lointains, mais pour essayer justement de, si tu n'as pas les moyens de prendre un community manager, ou essayer de voir si tu n'as pas la possibilité d'aller voir à l'étranger si les coûts sont plus légers. Mais si tu n'as pas le temps, tu es forcément obligé de le faire par quelqu'un, je pense, Giuseppe. Mhm, mhm. Non, c'est sûr. Il y a des plateformes. Est-ce que tu peux me rappeler les noms? J'ai oublié. Genre Upwork Exactement, Upwork, tout à fait, c'est ce que je ou cherchais. Fiverr, Fiverr, voilà, 5 5euros.com, euros, ouais, ouais, ouais. voilà, où tu peux trouver des personnes quelques heures par semaine pour. Mais voilà, si tu n'as pas le temps ou pas l'argent, ça va être compliqué. Il faut que Ça, tu ouais. fais forcément un des deux, quoi. Si tu t'en Après, occupes, tu fais gérer par quelqu'un, quoi. ouais, ouais, mais tu as raison. Fondamentalement, je suis d'accord avec le fait que, de toute façon, dire j'ai pas le temps, ça veut rien dire. On a tous le même temps. Donc, est-ce que tu veux Exactement. te prendre le temps ou pas? Mais il n'y a pas de miracle en fait. Si on veut des résultats, il faut investir du temps ou de Voilà. l'argent, c'est-à-dire acheter le temps de quelqu'un d'autre. Moi, sur ces plateformes, ça, j'ai un petit doute parce que si je vais payer, c'est pas une question de prix, hein, mais si je paye quelqu'un qui est de l'autre côté du monde, qui parle pas ma langue, qui, il va jamais s'impliquer comme moi-même, quoi. Mais par contre, si toi tu prends, quand je dis toi, je me réfère à celui qui nous écoute le podcast ou regarde la vidéo. Toi, tu prends ton temps au minimum pour définir ta cible, ta stratégie. Ça, personne ne le fera pour toi. À qui tu veux parler, de quoi tu veux parler. Et les contenus, bah, il faut quand même que tu les crées parce que ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir te représenter. Par contre, dans l'opération, des petites actions,
je sais pas, faire des invitations, ça, ouais, tu peux déléguer. Mais ouais, c'est vrai. Mais finalement, Faire avec ce que tu viens de dire, Giuseppe. J'aime pas cette expression j'ai pas le temps. C'est pas hmm, tu n'as pas le temps, c'est tu as d'autres priorités, quoi. C'est assez clair. Et avant de déléguer, c'est toujours bien de maîtriser quelque chose, quoi, ouais, d'avoir en visu, de savoir ce que tu vas déléguer. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire dès le départ, quoi. Donc, il faut vraiment ouais, identifier ta cible, etc. Et après, tu peux donner la directive à quelqu'un, mais tu es forcément obligé dès le départ, comme tu viens de le dire, hein. ouais, ouais, c'est vrai. J'ajouterais aussi, puisqu'on est dans le sujet, ne te laisse pas prendre par l'idée, ouh là là, il y a Facebook, Pinterest, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube. Là, franchement, il te faut une entreprise rien que pour gérer tous ces médias sociaux si tu es seul, quoi. Donc, concentre-toi sur une plateforme sur laquelle tu t'identifies, tu te sens à l'aise et tu travailles que cette plateforme. Tu te dis, je fais que une demi-heure par jour, par exemple. Peut-être au début, fais 1 heure par jour, après tu passes à une demi-heure. Tu travailles, tu travailles, tu travailles, ta communauté, elle va grandir. Puis quand tu as même quelques centaines de personnes qui te suivent sur une plateforme, tu vas prendre des trucs, peut-être que ça va te suffire à faire vivre ton business. Si tu fais du B2B, LinkedIn te suffit, tu n'as pas besoin d'être partout, par exemple, hein. Ou si tu vends si tu fais du e-commerce, tu peux choisir YouTube comme plateforme pour répondre à des questions autour de ton produit et tu fais que ça. Puis peut-être tu n'as pas le temps, mais tu peux mettre 30 € pour acheter 1 000 vues, mais ce n'est pas les vues que tu achètes, c'est 1 000 personnes qui vont vraiment voir ta vidéo et donc tu fais de la pub. Tu travailles que sur un truc, tu apprends ça, puis après, éventuellement, tu pourras prendre une partie de cette communauté et la mettre sur une deuxième plateforme. Mais moi, mon conseil, ça serait d'aller progressivement. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça, étant donné le niveau que tu as, comme moi, je n'ai pas, parce que moi, jusque-là, je n'ai pas tellement exploité les réseaux sociaux. Totalement d'accord avec toi. Si tu commences à vouloir être partout, bah, tu seras nulle part et partout à la fois. Si tu vas mettre un peu, plutôt que de te concentrer, et pourquoi pas, une fois par exemple que YouTube roule tout seul, allez, on va s'orienter sur peut-être Instagram, peut-être, mais éviter. Je pense honnêtement, si tu démarres avec YouTube, Facebook, Insta, franchement, c'est déjà formidable hein, de faire les trois. Ça demande déjà pas mal de travail. Bon, l'avantage avec Insta, c'est que tu peux balancer en même temps sur Facebook, donc tu peux compiler les deux. Mais je veux dire, Ok. tu fais de la vidéo, tu fais des écrits avec des posts sur Facebook et Insta. Je pense que c'est amplement suffisant. Ou alors, tu diriges sur LinkedIn, tu vois, si tu fais du B2B, comme tu viens de le dire, hein. Ça, je suis totalement d'accord avec toi, que t'éparpiller, comme dit Pinterest, TikTok, ça demande beaucoup d'énergie. Et après, est-ce que c'est rentable de passer du temps comme ça un peu partout? Mhm. Compliqué. Mm. Ah, c'est cool ça. Tu parlais de vidéos. Alors, toi, en as fait des centaines, je ne sais pas, ou en tout cas, je pense plus de 100. Enfin, je ne sais pas, mais t'es, Ouais, je vais faire plusieurs centaines de vidéos, je pense. Il faudrait que je vérifie, mais ouais. quel conseil tu donnes à quelqu'un qui se lance en vidéo, dit OK, c'est bon, je me lance, une vidéo par semaine, par exemple. Quel conseil, un, deux petits trucs de ton expérience? Hmm. Alors, la première chose à faire si tu te lances dans une vidéo, c'est de rester toi-même. Quand j'ai fait mes premières vidéos, je me suis entouré de personnes qui réalisaient des vidéos. Ces personnes me disaient faut que tu sois comme ci, faut que tu sois comme ça. Euh, Tu parles un peu trop avec les mains. Il faudrait que tu prennes des cours de théâtre. En fait, toutes ces, on va dire, ces réflexions, elles avaient peut-être lieu, étaient intéressantes, mais pas pour YouTube. Les personnes veulent de l'authenticité. Ce qui fonctionne sur YouTube, c'est justement l'authenticité. Et après, quand tu commences à être parasité comme ça, tu n'es plus toi-même et ton message, il n'est pas pareil. Parce que les gens, en fait, les gens qui t'apprécient, tu as des amis, tu as de la famille, les gens t'apprécient pour ce que tu es. Et c'est toi que tu dois remettre justement en vidéo pour que ça fasse le même effet, hein. Si les gens t'aiment dans la vie, les gens t'aimeront derrière l'écran, derrière ta vidéo. Mais par contre, si tu joues un rôle parce que tu veux être professionnel, etc., tu vas ennuyer ton auditoire. Et ça a été un frein, moi, au départ. Et dès lors que j'ai commencé à me dire, allez, je les écoute plus, je fais mes vidéos comme je veux, comme je l'entends, c'est là où la chaîne elle a commencé à bien fonctionner. Et donc, un second conseil que je donnerais, par contre, si tu n'en fais qu'une par semaine, c'est de bien la travailler parce qu'aujourd'hui, il y a une grande concurrence, comme tu l'as dit sur YouTube. C'est essayer de bien la travailler.
tu restes toi-même, mais par contre, tu essaies de construire ton plan correctement, l'angle de ta caméra correctement, le son de ta caméra, c'est important. La lumière, aujourd'hui, on est devenu, tu vois, le niveau est très haut maintenant sur les YouTube. Hein. Les simples vlogs, c'est limite du cinéma, quoi. Ah C'est ouais, du c'est vrai. cinéma d'ailleurs. C'est vrai. Aujourd'hui, on fait des trucs il y a 10 ans, c'était juste de la folie. Moi, quand j'étais gamin, j'aimais bien faire des vidéos, mais avec les vrais caméscopes, tu sais. Et puis, ça coûtait, il fallait peut-être 20 000 balles d'installation que moi, j'avais pas et donc je pouvais pas faire. Pour faire du montage ou des trucs qu'aujourd'hui, on fait avec un smartphone. Exactement. On te met un drone. Avant, il fallait louer l'hélicoptère pour faire des plans sympas. Aujourd'hui, avec un drone, un smartphone nouvelle génération, tu peux faire du contenu de qualité cinématographique. C'est hallucinant, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais Mais en ça même demande, temps, ça justement, demande- je voulais dire, en même temps, vu que tout est très léché, tout le piqué est parfait et tout, ce qui va faire la différence, c'est l'humain et l'authentique et pas vraiment la forme, quoi, ou le format, mais c'est le fond. Exactement. Parce que on a tous ces outils à portée de main, mais quand tu es tout seul, c'est compliqué de faire. Alors, tu filmes au drone, tu filmes à la caméra, tu fais ton montage, tu mets le son. Au départ, moi, j'ai démarré, comme je te l'avais dit tout à l'heure, en off, avec mon smartphone. C'était super confortable. Le message passait aussi bien. Franchement, j'ai des vidéos qui ont fait 200 000 vues qui ont été tournées au smartphone et des vidéos qui ont eu peine à faire 1000 vues, qui ont été super bien filmées pendant des vlogs parce que le sujet n'intéressait pas. Quand tu as vraiment le sujet, honnêtement, une simple vidéo avec ton smartphone peut avoir autant d'impact qu'un vlog bien réalisé. Mais Ouais. c'est sûr que si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu vas être en concurrence. Il est certain que de faire de la qualité va te permettre de fidéliser certainement un peu plus ton auditoire. Mais il Merci y a pour les ton... mollos, je pense, quand tu démarres, que plutôt que vouloir trop en faire, plutôt viser le contenu, le fond plutôt que la forme, je pense. D'où le conseil que tu donnais, c'est bien préparer le plan, comment tu vas structurer le message, se prendre le temps en fait de pas forcément d'improviser quoi. Si on fait que entre guillemets que une fois par semaine. Voilà. Si tu fais qu'une vidéo par semaine, essaye de bien la travailler, clair et concis, plutôt que. Alors, c'est bien le freestyle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent. Moi, j'ai démarré avec le freestyle parce qu'on se dit voilà, je suis peut-être à l'aise en discussion, mais en fait, quand tu te filmes, c'est pas pareil que le live qu'on est en train de faire tous les deux. Tu n'as personne pour rebondir, etc. Donc, vaut mieux que tu sois clair et concis. Et parfois, le format de 3 minutes, 3 à 4 minutes, c'est celui qui correspond le mieux sur YouTube, par exemple. Ok, ça c'est intéressant. Si on parle maintenant en stratégie générale, parce que on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, notre but c'est pas d'avoir une audience de malades, on veut pas être des stars, on veut donner de la valeur et faire du business, mais on a quand même besoin d'un minimum d'audience pour être vu. Par exemple, Instagram, c'est clair, peut-être que tu disais, ben, malheureusement, l'agence, elle va juste donner des chiffres, ce pas des gens engagés. Mais mine de rien, il y a un facteur de preuve sociale. Tu vois, as un gars, il voit deux comptes, tu as Fabien Dessin, 24 000 followers, et puis Tartampion Truc, 4 followers. Bon, bah, il est forcément influencé, il va dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait celui-là quoi. Je ne dis pas que ça doit être le but, c'est pas du tout le but, mais c'est quand même quelque chose qui va un petit peu aider. Alors, je viens à ma question. Quel est à ton avis un des meilleurs canaux d'acquisition de trafic pour faire venir des gens à soi dans le principe de Pareto, c'est dépenser le moins de temps possible pour avoir un max de résultats, pour avoir de la visibilité. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui démarre aujourd'hui en fait? Hmm. Pour quelqu'un qui démarre, pour avoir le plus de visibilité, chose que j'ai jamais faite et Mhm. qui fonctionne, c'est de réussir à. Ceux qui ont eu des grosses réussites, généralement, ils ont été propulsés. Tu vois ce que je veux dire en fait ils ont fait une vidéo avec une personne qui a une certaine visibilité. Ça fonctionne encore bien ce format-là. Et généralement, on regarde les gros youtubeurs, ils ont été boostés par quelqu'un. Lorsqu'il y a quelqu'un qui arrive sur la scène, Ouais. il fait un feat avec, tu l'as cité, mais avec par exemple Cyprien, Norman ou des choses comme ça. Ils arrivent, alors pas forcément des grands noms comme ça, mais quand tu arrives à faire des feats avec. C'est un peu comme dans la musique, parfois tu fais un feat Oui. avec
un chanteur et puis tu es propulsé sur le devant de la scène, quoi. Donc ça fonctionne assez bien, quoi. Ça, c'est un bon conseil. Le partenariat stratégique, je pense, c'est par contre, soit tu as le réseau où tu as un bol incroyable. Je ne pense pas qu'il va te repérer le gars, mais il faudrait trouver quelqu'un qui. Il ne faut pas non plus qu'il soit immensément connu, parce que sinon, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça doit être très puissant. D'ailleurs, on peut appliquer le même principe dans le business en général. Les partenariats stratégiques, des gens avec qui vous n'êtes pas en concurrence, mais qui pourraient partager leur audience avec vous. Quand je dis audience, c'est les gens qui touchent. Et puis, il faut qu'il y ait un échange. Par contre, il faut que ce soit win-win. Je pense qu'on s'est fait de façon sainement. Quand tu te dis, bon, attends, il faut que je trouve quelqu'un qui a 1 million d'abonnés pour exploiter sa base, bon, là, tu te plantes. Par C'est contre, clair. quand tu as une connexion, par exemple, tu es intéressé par le mindset et puis tu trouves quelqu'un qui est dans le dev perso où vous avez des connexions, je pense que n'importe quel échange, ça se fait naturellement quand il y a euh, des connexions. Si tu vas simplement pour exploiter quelque chose, ça va se ressentir et tu risques d'avoir des portes fermées. J'ai fait des propositions avec des sportifs, des personnes qui sont aussi sur les plateaux des émissions télévisées. Ça a toujours été positif parce que quand la demande est saine pour une raison, ça se fait sans problème, je pense. En fait, pendant que tu parlais, je réalisais que toute proportion gardée, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en fait. On est en train de réaliser une vidéo ensemble parce qu'il y a une connexion et puis on apporte de la valeur à l'audience. Donc, ouais, très très Exactement. bon. Chacun trouve son intérêt. Tu vois, il y a une connexion parce que il y a des personnes, moi je refuse Giuseppe, je ne suis pas intéressé, je ne serai jamais parce qu'il ne véhicule pas l'image que moi j'ai de l'entrepreneuriat. On en a parlé dans l'audio précédent, les vendeurs de rêves, etc. Donc, par contre, quand on y trouve, on a ces personnes qui sont connectées, on y trouve notre intérêt, on se dit voilà, c'est un échange de bons procédés. Parce que moi, après, je republie aussi cette vidéo sur mes réseaux sociaux, sur mes newsletters, etc. Donc, ça permet de faire connaître des personnes sainement. Ouais, très très bien. Ouais, c'est un Chacun. très bon conseil là. Alors, si on reste sur les conseils, je t'utilise un peu pour donner de la valeur à notre audience. Mets-toi à la place d'un freelance. Donc moi, au sein du club cartonné, alors il y a un peu de tout, hein, il y a vraiment, vraiment de tout. Il y a des patrons de petites entreprises, il y a plein d'indépendants qui vendent des services. Alors ça va du juridique à la mécanique, ça va des coachs, beaucoup de coachs, de consultants. Il y a des développeurs, des graphistes. Quelqu'un qui démarre, bon, ils ne démarrent pas tous, mais admettons quelqu'un qui démarre, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance et dit, OK, je quitte mon job, je construis la vie de mes rêves, façon de parler, hein, je me lance. Admettons que cette personne, elle n'a pas de réseau et elle n'a pas de compétences commerciales, elle ne sait pas vendre. Qu'est-ce que tu lui proposes de faire pour passer à l'action et trouver son premier client? Là, je pense qu'il y a une nécessité de se former, de savoir s'entourer. Je sais pas, personne, par exemple, qui est dans ton groupe, c'est génial. Parce qu'elle va donc avoir un maximum de personnes, elle va pouvoir aller chercher les informations. Mais il est clair que si tu n'as pas une compétence, il faut savoir se former. Par exemple, dans mon cas, j'avais un savoir-faire, mais la mécanique à mettre en place, les funnels, la stratégie, c'est quelque chose que je ne maîtrisais absolument pas. Sur mon chemin, encore une façon naturellement, j'ai été voir des personnes avec qui j'avais des affinités, qui avaient ce savoir-faire, et j'ai réussi à mettre en place cette mécanique. Mais je pense qu'il faut avoir justement, je ne sais pas si c'est sortir de sa zone de confort, mais peut-être aussi se débarrasser de l'ego, où il y a des personnes qui n'ont pas cette mécanique de dire je vais aller chercher l'information, ou je vais aller chercher conseil, ou je vais aller me faire coacher. On a tous besoin et si on veut aller plus vite, d'aller vers des personnes qui ont justement ce que l'on recherche. Ça, c'est une preuve d'intelligence dans l'entrepreneuriat, c'est le b.a.-ba, je pense. Ouais, c'est ça, il y a pas de miracle, hein. Il y a un truc que je dis souvent, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, si peut-être tu veux le contredire si tu veux, ou le compléter, ou voilà, ajouter quelque chose. Souvent, on se lance, je parle d'un freelance, hein, pas le gars qui veut construire un empire, mais la fille, le gars, il est bon dans son métier, donc il a des compétences dans son métier,
Et puis, il a toujours été payé pour ça. Donc, il vendait son temps contre de l'argent. Un patron lui donnait de l'argent. Maintenant, il dit, je veux être libre, j'aime mon métier, je veux continuer à le faire et je veux être un artisan, donc un graphiste, ce genre de truc, un photographe, un coach. Je répète la même chose, mais tu vois ce que je veux dire. Ce qu'il doit comprendre, c'est que du moment qu'il devient freelance, donc entrepreneur, même si c'est un petit entrepreneur, son métier sera qu'une partie de son activité et il est obligé de commencer à apprendre à vendre ou se vendre, même si on n'aime pas, mais après on peut apprendre que se vendre, on peut le faire on peut se vendre sans vendre. Et surtout, il doit aimer apprendre, donc apprendre plein d'autres activités. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je suis totalement d'accord avec toi. J'appelle ça, c'est pas de moi, c'est de Trudeau, c'est le degré d'enseignabilité. Et je Ok. pense que chez un entrepreneur, c'est la chose la plus importante. C'est toujours vouloir apprendre, 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 de se remettre aussi en question, d'aller chercher l'information. Et vendre, c'est devenu, tu as beau être le meilleur dans un domaine, si tu ne sais pas te vendre, personne ne pourra le faire à ta place, à moins vraiment d'avoir des fonds nécessaires et de sous-traiter ça. Mais au départ, il faudra bien, je pense, le faire. Donc, tu peux le faire sainement, tu n'es pas forcément obligé d'y aller de façon agressive, mais il faut absolument savoir se marketer, quoi. Ça, c'est très important. C'est ça, ouais. Et, Et se enlever et, de et la tête que le marketing, c'est mal, quoi. Ah, j'aime pas me vendre. Les gens associent le marketing au mensonge, à la tromperie, mais c'est pas du tout ça. Le marketing, c'est faire rencontrer un marché avec un produit ou un service. Donc, tu peux pas te dire, je veux devenir freelance si tu veux pas que les gens utilisent tes services. Il y a un problème. Tu peux pas être freelance dans ton coin. si tu n'aimes pas le commerce, si tu n'aimes pas vendre, ça va être compliqué, je pense. Il faudra Ouais, c'est ça. vraiment souhaiter avoir beaucoup, beaucoup de chance pour que les personnes viennent à toi, quoi. Encore une fois, tu vas être en plus en concurrence Ouais. avec des confrères, des personnes qui font la même chose que toi. Donc, qu'est-ce qui va te différencier, hormis la qualité de ton travail? C'est aussi de se mettre en avant de façon propre, positive, quoi. Mhm. Puis se dire aussi que on n'aime pas, dans la culture populaire, on n'aime pas trop les vendeurs parce qu'on les voit justement comme les arnaqueurs qui imposent leurs trucs. Par contre, on réalise que tout le monde adore acheter, hein. Et donc, pour que quelqu'un puisse acheter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un truc à vendre. Donc, plutôt que de se dire, je suis en train de vendre, il faut se dire, mais c'est mon client qui veut acheter ce que j'ai à offrir parce que ça a de la valeur. Et si on ne se met pas ça dans la tête, franchement, on ne peut pas commencer à être freelance ou entrepreneur. Une très belle phrase d'Alain Flelou, la chaîne d'optique en France, qui disait quand vous êtes bon, vous devez le faire savoir. Il y a un slogan publicitaire qui est formidable dans le passé qui était pour une lessive homo lavé plus blanc que blanc. Oui, Il ne faut pas hésiter à se mettre en avant, il ne faut pas hésiter à mettre en avant ses qualités. Personne d'autre ne le fera à notre place, hein, ça c'est certain. Et soit c'est vous qui vous mettez en avant, ou soit c'est les concurrents qui vont le faire. Donc, n'hésitez pas, il faut oser. C'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a cette problématique, hein. Je vois par exemple chez des photographes, de différents métiers, mais ça, c'est des personnes que j'ai en tête, donc je te cite ouais, ouais. leur profession, mais qui ont un problème avec ça, le problème de se mettre en avant, de gagner de l'argent, c'est pas mal de gagner de l'argent, c'est pas mal de se mettre en avant. Il faut déjà aimer ça si tu veux faire du bon business. Il faut réussir à casser c'est une sorte de frein, hein, que ces personnes peuvent avoir. Tu peux te mettre en avant sainement sans pour autant écraser les autres ou tout simplement, voilà, aime-toi, aime ce que tu fais et mets-toi en avant pour essayer d'en récolter les fruits, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Le problème, c'est qu'on a souvent associé le fait de se mettre en avant avec le fait de montrer qu'on est le meilleur. Ce n'est pas tellement ça l'idée. L'idée, c'est devenir remarquable, faire en sorte qu'on puisse nous remarquer. Et d'ailleurs, tout le monde vend dans la vie. Une maman qui pense que c'est bien de donner des légumes à son enfant, parce qu'elle en est convaincue, elle va essayer de le persuader pour son bien. Et la même chose, c'est toi, entrepreneur. C'est clair, si tu penses que ton produit ou ton service est une arnaque, alors là, il faut arrêter tout de suite. Arrête de faire ce que tu fais, c'est pas bien. Mais si tu es convaincu que tu apportes de la valeur, tu vas améliorer la vie des gens, eh ben, comme cette maman qui veut persuader son enfant, ben, tu dois apprendre à persuader ou à influencer tes clients pour leur bien. Je suis d'accord avec toi.
D'accord. Ok. Ouais. Donc, si tu fais ce métier, il faut oser se vendre. Ouais. Et c'est pas si évident que ça, hein, je pense. Quand on démarre, il y a une sorte de pudeur, j'ai l'impression. Je sais pas si tu as connu ça. Moi, j'ai connu ça à mes débuts. J'avais une sorte de pudeur, mais je pense que c'est humain. Euh, on ne dit pas assez de choses positives à la fois sur soi, mais même sur les autres. Quoi. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu vas vers cette personne, tu lui dis mais tu es très beau, tu es très belle, on va te regarder tout de suite, on va se demander pourquoi il me fait un compliment, qu'est-ce qu'il veut me vendre. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut casser ça, il faut casser cette croyance, je pense. Oui, oui, oui. C'est vrai, dans certains pays, quand tu parles à un inconnu, ils disent, oula, qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il va me refourguer? Voilà, qu'est-ce qui va me soutirer. Ouais. Ce qui est moins vrai dans d'autres pays. Justement, pour ça, le fait de voyager, s'ouvrir à d'autres cultures ou fréquenter des gens dans son propre pays, mais qui sont d'autres origines, je pense que c'est enrichissant pour un entrepreneur. Tout à fait, ouais. Mm. Mais là, on va repartir dans une interview au mindset, comme on a fait la première partie. Donc, il faut que je revienne sur des trucs concrets. Euh, je pense que toi, tu es en contact aussi avec des entrepreneurs qui ont déjà un business établi, qui veulent passer au stade supérieur, ou peut-être toi-même, tu peux parler de ta propre expérience. Tu as eu des business qui fonctionnaient et que tu as réussi à scaler. Donc, pour ceux qui… Scaler, ça veut dire grandir sans que ça te coûte trop cher. C'est-à-dire arriver à grandir tout en continuant à faire des bénéfices. Parce que des fois, il y en a qui grandissent, mais ils font plus de chiffre d'affaires, mais moins de bénéfices, donc ça n'a pas de sens. Quel conseil tu donnes en général aux entrepreneurs pour réussir à scaler, pour passer à l'étape d'après? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ça dépend le domaine d'activité. Après, si c'est un business en dur ou si c'est un business d'infoprenariat, c'est encore différent. Euh, Ne pas vouloir aller trop vite, ça c'est important, parce que tu l'as dit, des fois la course au chiffre d'affaires, ça peut te faire ralentir ton bénéfice. Hein. Tu peux même voilà, freiner tes bénéfices à cause d'un développement trop rapide. Ça arrivait même parfois des entreprises qui se plantent à cause d'un développement trop rapide de chiffre d'affaires parce qu'on n'a pas une croissance qui va trop vite, on n'a pas les fonds, on n'est pas assez assis. Donc, je pense que c'est important d'essayer de contrôler ses charges. Pour ma part, ce serait ça, quoi. Ok, Essayer d'éviter de trop faire grimper ses charges fixes et plutôt voilà, asseoir ses bénéfices. C'est ce que je donnerais comme conseil d'y aller tranquille. Pas viser justement une trop grosse croissance parce que ça peut être un frein d'un côté. Et puis aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on en a parlé, mais Upwork, etc., ça peut être un levier important contre à la fois sa masse salariale qui a un coût et qui a un… Pour ma part, hein, je pense que dans l'entrepreneuriat, votre force, quand tu fais un business en dur, notre force, c'est notre armée, c'est-à-dire la masse salariale, mais qui peut également être aussi le point le plus sensible. Si tu n'es oui, pas un bon côté manager ou tu n'as pas fait un bon casting, qui peut t'amener de nombreuses difficultés. Donc aujourd'hui, on a quand même, ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire là, mais le principe des freelances avec des sites comme Upwork, etc., c'est formidable. C'est formidable au niveau du confort d'un chef d'entreprise. c'est vrai. Et ça ouvre des portes pour être plus large. Je ne sais pas si tu le disais en off. Non, je pense que tu le disais dans la première vidéo. Aujourd'hui, on peut faire des choses que nos grands-parents, ils devaient vendre un rein, ils devaient hypothéquer leur maison ou ils prenaient le risque de leur vie pour créer une entreprise. Aujourd'hui, avec des fois quelques centaines, allez, peut-être un petit millier de francs ou d'euros, on peut commencer à mettre en place une machine et c'est à la portée de beaucoup de gens. Totalement d'accord. Mm. Tu peux avoir des services. Le monde, en fait, aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est incroyable avec Internet, c'est qu'on a une ouverture sur le monde. Tu peux à la fois vendre sur le monde entier, mais tu peux avoir aussi une équipe présente dans le monde entier. Il suffit juste de… Tu sais, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a encore des sociétés qui facturent un site Internet entre 10 et 15 000 euros
alors que tu peux faire ton site internet dans de nombreux pays pour une somme beaucoup plus légère, hein. Je pense qu'il y a aussi ça qui est important, c'est d'avoir une ouverture globale, pas se dire je me contente de travailler avec des artisans, des entreprises locales. On fait du business sur Internet, donc on a une ouverture sur le monde et on peut très bien avoir un copywriter qui est basé au Gabon, tout comme quelqu'un qui réalise ton site Internet en Inde, tout comme un coach en France. Bref, il y a une ouverture. Je pense qu'on est dans un business mondial et il n'y a pas de question à se dire est-ce que c'est bien d'aller faire ceci, cela. Euh, on aide tout le monde, tout le monde est gagnant dans l'histoire, tout le monde y trouve son compte, je pense. C'est ça le plus important. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Surtout qu'on est habitant de la Terre et puis les frontières, c'est des lignes dessinées. Mais bon, voilà, sans rentrer là-dedans, c'est intéressant ce que tu dis. Tout à l'heure, tu as parlé d'un truc, si on veut essayer un peu d'apporter de la valeur à des entrepreneurs, parce que des fois, on idéalise les entrepreneurs qui ont, je sais pas, ils ont peut-être 50 ans, 30 ans d'expérience, mais ils passent dans leur parcours entrepreneurial par des difficultés. Et je pense même d'entendre ce genre de choses qui viennent de personnes moins expérimentées qu'eux et peut-être plus jeunes qu'eux et peut-être plus naïfs qu'eux, ça peut peut-être quand même les aider. Parce qu'il y a ce stade de l'entrepreneur, je pense que tu as connu ça aussi, où alors tes charges, tu parlais des charges justement, typiquement la charge salariale, ça parfois c'est une vraie préoccupation, hein. Tu dis, oulala, j'ai plus que 3 mois d'autonomie, c'est un vrai problème, enfin, pas un problème, une préoccupation, mais en même temps, des fois, tes charges sont aussi ton atout numéro un. Par exemple, ton équipe, c'est ce qui fait souvent la valeur de ton entreprise. Ou bien tu dis, ma question c'est celle-ci en fait, comment trouver l'équilibre entre arrêter les investissements, parce que si tu arrêtes les investissements, tu auras aussi des problèmes, mais réduire aussi les charges, parce que des fois, on fait juste des bénéfices avec le même chiffre d'affaires en réduisant les charges. Donc, il y a un équilibre à trouver. Est-ce que toi, tu as un ou deux principes pour prendre de bonnes décisions? Oups, est-ce que tu es encore là ou... Alors, il y a eu une petite coupure, mais nous sommes là. Donc, voilà, je te laisse répondre à cette question. Alors, de mon côté, Giuseppe, ça va être compliqué de répondre parce que j'ai toujours visé aussi le confort dans mes business. Plutôt que, on connaît tous des entrepreneurs qui vont viser la rentabilité, c'est-à-dire ils vont vraiment limiter tous les frais, les salariés, etc., pour vraiment avoir une rentabilité optimale. De mon côté, j'ai besoin du confort. Donc, c'est le juste milieu à trouver. J'ai besoin d'avoir un business rentable, mais j'ai aussi besoin d'avoir un business où je me sens bien, où je suis bien entouré. Donc, c'est vraiment une question qui est délicate, vraiment délicate et compliquée de répondre, Giuseppe. C'est vrai, parce que ça dépend aussi de… Tu peux pas donner une réponse générale ou faire du coaching comme ça. Très brièvement, c'est quoi pour toi le confort alors dans le business? Le confort, j'ai besoin d'être dans une entreprise où je me sens bien, je me sens comme à la maison, je suis entouré, chacun a son poste bien précis, j'ai mon armée avec moi. J'ai toujours mis, dans mon business, j'ai toujours fait ça comme une bulle en fait. C'est une reproduction c'est ma bulle. Je dois vraiment m'y sentir et mes équipes doivent s'y sentir comme à la maison, en sécurité, avoir une bonne énergie, encore une fois, pour être à la fois dans une bonne créativité, une bonne ambiance aussi, parce que si tu veux que ton armée soit efficace, elle doit se sentir bien. S'il y a trop de stress, trop de mauvaise énergie, etc., c'est pas productif, quoi. C'est clair, hein, tu as raison, c'est absolument la base. Alors toi, Fabien, c'est particulier parce que tu es chef d'entreprise, donc je pense que tu as des marques commerciales. J'avoue que je ne les connais même pas, tes marques ou le nom de tes entreprises, je veux dire simplement. Et pourquoi? Parce que je connais enfin, tu as un personal branding qui est très fort, quoi. Quand on tape ton nom, comme je disais tout à l'heure. Et ma question, c'est à quel point tu crois que c'est important la marque personnelle par rapport à la marque d'entreprise? Alors, je fais partie de ceux qui pensent que il y a deux politiques, comme on avait dit en off. Il y a les entreprises où on ne connaît pas le nom du dirigeant ou du créateur. Il est vraiment
il décide d'être un peu invisible pour laisser place à son entreprise. Mais moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que le personal branding a toute son importance parce que demain, si j'ai pas tel ou tel business, on va se souvenir de Fabien. Et je pense que ça, c'est important de travailler son personal branding parce que peu importe ce que tu vas créer, au moins, on va se souvenir de toi et au moins, tu vas pouvoir aussi faire transiter ta communauté. On prenait l'exemple de Steve Jobs avec Apple. On a Apple qui est une marque et on a Steve Jobs à côté. Steve Jobs aurait pu créer une autre marque. Je pense que les consommateurs auraient suivi parce qu'il avait développé justement ce branding. Tesla aussi, Elon Musk, on le suit aussi bien pour justement ses voitures que ses fusées. Il y a un intérêt particulier, hein, je pense. Je trouve que c'est primordial. Et aussi, tes consommateurs, tes consommateurs connaissent aussi la personne qui dirige l'entreprise. Donc, c'est positif aussi. Il y a une sorte de connexion avec le consommateur. Je trouve que c'est intéressant. Après, encore une fois, ceux qui décident de rester en dehors de ça, je pense qu'ils ont leur intérêt aussi. Ils seraient plus à même que moi de répondre. Et moi, pour ma part, je pense qu'il faut absolument faire du personal branding pour créer des communautés. Et peu importe ce que tu vas faire demain, tu es dans ce business, tu décides d'ouvrir une chaîne de restaurant, une chaîne de... Peu importe, on va te connaître, quoi. On va connaître ton produit. Je pense que c'est une stratégie vraiment importante. Moi, j'avais fait le choix pendant pratiquement 20 ans, on va dire 19 ans, de mettre en avant comme mes marques. Du coup, des fois, je rencontrais des concurrents qui ne me connaissaient pas, mais connaissaient ma marque, enfin, le nom de l'entreprise. Et j'ai réalisé récemment l'importance que, en fait, parce que moi, mon canal d'acquisition numéro un, et en tout cas jusqu'à il y a quelques années, c'est plus le cas maintenant, c'était Google, donc le référencement naturel. Aujourd'hui, bah, c'est mon métier, donc c'est toujours Google, mais plutôt que de mettre tous les œufs dans le même panier, j'ai voulu mettre un deuxième pilier. C'est pour ça que je fais cet effort de créer une sorte de branding. J'aimerais me faire l'avocat du diable avec une objection qui, sincèrement, pour moi, elle est débile, mais je vais te la faire. Je suis intéressé de voir comment toi, tu vas répondre. Les gens disent, D'accord. ouais, mais on fait toujours les mêmes exemples, Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, mais toi, t'es pas eux, ils ont créé des… Moi, je suis pas eux, ça n'a rien à voir. Alors, ce n'est pas une question de grandeur. Justement, il faut prendre exemple sur ceux qui sont au sommet. Si déjà, tu n'as peut-être pas l'ambition de grimper en haut de ce sommet, mais au moins tu sais qu'ils maîtrisent ces techniques. Peu importe à quel niveau tu veux grimper ou tu vas grimper, je pense qu'il faut apprendre quand même des meilleurs, Giuseppe. Et encore une fois, moi, je ne l'ai fait pas forcément en me disant parce que eux le font. Hein. C'est que tu trouves cette mécanique intéressante et après, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui ont un véritable succès, qui l'appliquent. Donc, tu te dis, je suis sur le bon chemin. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que, encore une fois, hein, moi, je faisais comme toi. Hein, j'avais ma boîte d'import. Tout le monde connaissait mon nom commercial, mes marques de produits. Et peu de personnes connaissaient l'histoire qu'il y a derrière, justement, le parcours qu'il y a, le branding de l'entrepreneur, en fait. Et je me dis, c'est deux belles choses à la fois. L'entreprise en elle-même, elle a des produits sympas, mais aussi l'humain qu'il y a derrière. C'est formidable de pouvoir conjuguer les deux, de pouvoir voilà, de mettre un vécu sur une marque. Je trouve ça super, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que les gens maintenant aiment bien parler du terme de H to H, de H2H plutôt que B2B. On fait du business avec d'humain à humain. Donc ça, c'est important. Notre entreprise, elle peut changer de nom, on peut changer de logo, mais nous, probablement, on ne va pas changer de nom. Donc, c'est des bons points. Puis, je veux rebondir sur ce que tu dis. C'est exactement ça le point. Ce n'est pas une question de taille. Personne ne te dit que tu dois être comme Elon Musk ou Steve Jobs, connu par des millions de personnes. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que peut-être il te suffit d'être connu parmi une petite centaine de personnes dans ta région pour faire du business à ton échelle. On ne te dit pas d'être connu comme une star, mais de faire en sorte que les gens savent qui tu es, ce que tu Si tu dois fais, être la connu, valeur que c'est tu le ajoutes. résultat. C'est un résultat logique de plusieurs facteurs. Si tu dois être connu, tu le seras. Et une question à se poser, c'est pourquoi ne pas en profiter? On a tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, etc. C'est comme si demain, on te mettait
la possibilité de passer un spot publicitaire sur une chaîne de télévision. Même si l'impact n'est pas aussi grand, mais il se peut que tu fasses un buzz et que tu aies un impact comme ça. Pourquoi t'en priver sur ton business? Ça peut être que bénéfique pour toi. Donc, aujourd'hui, on peut faire de la vidéo facilement. On peut avoir accès à des choses que nos anciens n'avaient pas. Imagine avant, si nos anciens voulaient avoir une portée comme nous, on a aujourd'hui, combien ça leur coûterait, quoi. Donc, pourquoi se priver? Je pense qu'il faut en profiter. C'est une opportunité, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce qu'à notre niveau ou à ton niveau, plutôt, je vais plutôt parler de toi, est-ce qu'à ton niveau, tu vois un revers de la médaille au fait d'être, alors, toute proportion gardée, je ne dis pas que tu es une star et ce n'est pas le but d'ailleurs, personne, je pense même les gens qui nous écoutent ne veulent pas ça, mais le fait d'être plus connu, est-ce qu'il y a un revers de la médaille? Hmm, je pense à mon échelle, et c'est vraiment petit par rapport à ceux qui sont multipliés par, c'est les haters à gérer tout simplement. Automatiquement, tu vas avoir de la négativité, des jaloux, des rageux. Donc, c'est à toi de réussir à ne pas te préoccuper de tout ça et de prendre encore une fois exemple sur ceux, je me dis, euh, comment font par exemple, on va prendre l'exemple des footballeurs qui ont forcément un fan club énorme et des rageux en face, quoi. Ça ne les empêche pas de marquer des buts et de bien jouer au ballon parce qu'ils savent justement se détacher de tout ça. Et c'est ce qu'il faut garder. Ça fait partie du jeu, partie du game. Tu acceptes le positif, mais aussi le négatif. Et c'est le revers de la médaille, simplement. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Il ne faut surtout pas chercher à être aimé par tout le monde. Mais au début, ça se gère. Ça se gère, quoi. Il faut apprendre à le gérer, quoi. Ok, ouais, ouais, c'est bien ce que tu dis. Gary, je crois que c'est Gary Arrive, Vaynerchuk, arrive. ouais. Ouais. Il aime bien dire, je crois que c'est lui, comme aujourd'hui, là on tourne ça, on est presque au mois de mai 2020, mais je pense que ça sera le cas de plus en plus. Mais je me demande si tu penses que c'est vrai pour tous les business, avoir ton point de vue, est-ce que tu crois aussi que presque tous les business doivent en quelque sorte devenir un petit média, donc des machines, dans une certaine mesure, à produire du contenu, justement sur les réseaux sociaux? Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Gary, qui est pour ma part un visionnaire, hein, il est, il a sa propre vision des choses, authenticité totalement, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et je suis content, je ne connaissais pas cette vision de sa part, mais je reste persuadé de. C'est un peu, on est encore à l'époque du Far West au niveau d'Internet. Il faut vraiment le comprendre parce que c'est récent, hein. Ça n'a pas des centaines d'années, hein. C'est vraiment récent sur l'échelle du business, quoi. Donc, tout ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est un peu des graines que tu plantes pour demain. Peut-être que cet arbre donnera des fruits, peut-être que cet arbre sera foudroyé, on ne peut pas savoir. Mais plus tu mettras de graines, plus tu auras de chance de récolter quelque chose. C'est ma vision de l'Internet, en fait. J'aime beaucoup cette notion d'arbre et je dis souvent, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Ça vient pas de moi, hein, c'est un proverbe, hein. Le Je connais. deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et dans Tout à 20 ans, tu seras content de l'avoir fait. Avec Exactement. l'énorme avantage que sur Internet, il ne faut pas attendre 20 ans. Des fois, il faut attendre juste quelques mois. Et tous ces petits clones, ces petites vidéos, ces articles de blog, ces choses qui ont été créées, c'est comme des petits clones de nous qui travaillent pour nous. Alors au début, c'est beaucoup de travail, mais avec le temps, il y a juste à garder un rythme de croisière et ça peut être exponentiel. Et on ne sait jamais. Moi, il y a des gens qui disent: ah oui, mais j'ai vu une vidéo de vous sur YouTube, par exemple, où je parlais d'un truc. Puis finalement, ils vont acheter un logiciel sur mesure. C'est juste incroyable. Je parlais d'un truc qui n'a rien à voir. Et ça, c'est grâce à ces petits clones de moi qui travaillent pour moi, si on veut, quoi. C'est, comme tu dis, les articles de blog, les vidéos, des posts que tu mets, on tape. Aujourd'hui, ça se fait énormément. Regarde, tu as tapé mon nom, je pense, sur Google, savoir qui j'étais. Euh, tu dois avoir cette optique, en fait, d'occuper ton nom, machine à médias, si on reprend le terme de Gary. On tape ton nom, on doit savoir ce que tu fais, qu'est-ce que tu es, qui est-ce que tu. Tout ça doit être clair. On doit tomber sur toi, sur différents canaux. Il faut exister, je pense. On est tous plus ou moins. Le marketing, c'est devenu même de la séduction, je pense. On a tous un besoin de séduire une communauté, séduire tout simplement.
avec ce qu'on va vendre, avec ce que l'on met en place. Il faut occuper le terrain, ça c'est très important. Ouais, c'est vrai. Puis à un certain moment, il faut se dire, ben, si profondément j'aime pas ça, ben, peut-être il faut changer d'activité parce que aujourd'hui, c'est la façon d'avoir de la visibilité. Ben, c'est Internet, la réputation en ligne, c'est vraiment important. Tout le monde va googler ton nom, tout le monde va voir si ta marque existe vraiment, est-ce qu'il y a des avis, est-ce qu'il y a des commentaires. Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui dit, parce que souvent, là je m'adresse vraiment enfin, je pense à ceux qui débutent, ouais mais moi je sais pas quoi écrire, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que tu leur dis toi? Ou je sais pas quelle vidéo, je sais pas quoi de parler je veux parler de quoi? Moi je vends du miel, moi je suis un coach sportif, moi je fais des logos, tu parles de quoi? Voilà, la personne qui me dit ça, Giuseppe, je vais dire que tu manques cruellement d'imagination parce que là, tu me parles de miel. J'ai déjà 10 idées de vidéos qui me viennent en tête. C'est illimité. C'est comme si tu viendrais à dire, je rencontre des gens, j'ai rien à leur dire. Waouh, il y a un petit souci. On a tous des discussions, surtout le coach sportif, c'est pareil. Tu peux aborder tellement de sujets. Il ne faut pas chercher forcément. Il ne faut pas chercher forcément des choses incroyables, des topics incroyables, des contenus puissants. Parfois, c'est juste parler de tes expériences, parler. Là, tu vas prendre l'exemple du miel. Si tu fais du miel, tu vas filmer ta ruche, tu vas parler de ton miel. Tu as déjà là 10 sujets de vidéo qui vont intéresser le public, quoi. C'est de se mettre en fait à la place. J'aime bien toujours en fait. Je pense que l'empathie c'est super important dans tout ce que l'on fait, quoi. On se met à la place des autres. Qu'est-ce qu'une personne qui veut acheter du miel ou aime le miel a envie de voir? Tu te mets dans ses pompes et tu vois si toi tu peux répondre à ça tout simplement. Et je pense que là, c'est le bon moyen et du contenu. Mais c'est illimité, hein. Je pense que c'est ton imagination qui te freine, hein, si tu n'as pas d'idée. Ah, je suis d'accord avec toi. J'organisais il y a, je crois, deux jours, une petite séance de réseautage ici sur Zoom avec des membres du club. Et il y avait une personne qui disait ça. Et j'étais peut-être un peu trop direct. Je dis, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible que tu ne saches pas quoi dire dans ton métier. Parce que tous les jours, j'espère, si c'est vraiment ton métier, hein, pas si tu dis, ah, moi, je sais pas, je suis juriste expert en protection de marque. Mais si c'est pas vrai, vraiment, je saurais pas quoi dire. Mais si ça fait 5 ans que je fais ça, bah, tous les jours, je suis en contact avec ça. Alors j'ai dit, à partir de maintenant, chaque fois que tu réponds à une question, que ce soit par email, par téléphone, à un client, chaque fois que tu réponds à une question ou tu résous un problème, tu écris la question. Tu verras qu'après 100 jours, tu auras au minimum 100 questions. Voilà, 100 contenus que tu peux faire. Réponds simplement aux questions qu'on te pose tous les jours. L'avantage, c'est que tu vas te créer une petite base de données de réponses à des questions qui va d'une part travailler pour toi parce que quand tu n'as pas envie de répondre pour la centième fois, tu peux dire à ton client, allez voir cette vidéo. Tu montres ton expertise. Donc finalement, tu te montres comme un expert, une autorité. Et en plus, c'est une petite machine qui va te générer du trafic. Donc moi, c'est le conseil que je donne. Notez toutes les questions qu'on vous pose, puis répondez à ces questions. D'ailleurs, en plus, Google adore les questions-réponses. Le moteur de réponse de Google, maintenant la recherche vocale, adore bouffer de la question et de la réponse. Donc donnez-lui ce qu'il veut, ça va vous donner de la visibilité. C'est intéressant, ça, très intéressant. Ouais, bon, c'est ce que tu as dit avec d'autres mots. Mais Fabien, j'aimerais te poser une dernière question, comme ça on n'abuse pas trop de ton temps. Merci énormément de la valeur que tu nous as donnée. Est-ce qu'il y a un type ou une astuce que tu ne donnes pas souvent, mais qui finalement fait une grosse différence pour quelqu'un qui se lance dans le business? Je dirais savoir parfois transgresser les règles. Transgresser les règles. Là, tu piques notre curiosité. Il faut, il faut on a tous des règles à respecter. Il faut savoir éviter de prendre des risques qui vont entamer droit dans le mur. Mais parfois, tout est une histoire si tu ne sais pas contourner les règles, ça va te freiner. Et il faut être honnête, dans le sport, tous les plus grands champions au monde
transgresse les règles. C'est choquant ce que je vais dire, mais la vérité est là. Il faut dire ce qui est. Il y a peu de personnes, par contre, qui osent mettre ce qu'on appelle les coronets sur la table et dire la vérité. On va prendre l'exemple du sport. Chaque année, dans le sport, tu as combien de sportifs qui finissent contrôlés positifs, mais parce que c'est les seuls qui ont été moins malins et qui se sont fait attraper. Mais sinon, tout le monde, le reste, pratique on va dire, les mêmes techniques, quoi. Il y a juste que l'ignorant qui ne sait pas que les personnes transgressent les règles. Et c'est Schwarzenegger qui avait une très belle phrase qui disait apprenez à transgresser les règles. Mais sans devenir un hors-la-loi, etc. Mais parfois, il faut savoir. Parfois, il faut savoir, c'est pas parce que sur le bord de la route, il y a marqué limité à 80 qu'il ne faut pas parfois monter à 90 parce que tu as quelque chose d'important à faire, quoi. C'est ma vision, quoi. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est éthique, mais je te le dis en toute transparence, quoi. Non, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et je te remercie d'ailleurs de le faire, parce que c'est le but de ces interviews, d'avoir de l'authenticité. Et j'ai remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué aussi, quand quelqu'un débute, tu donnes des petits conseils comme ça, puis souvent il dit ah, mais c'est bien de faire ça, est-ce que c'est légal? En fait, c'est un truc tout à fait normal. C'est vraiment normal. Parce que moi, personnellement, je suis tout à fait contre le fait de violer la loi, faire du mal aux autres. Je pense que toi aussi, hein, tu ne vas pas dire oui, j'aime faire du mal aux autres. Ce n'est pas ça l'idée. Mais des fois, on s'est mis des règles qui viennent de l'imaginaire collectif, de la soi-disant éthique, mais ça n'a rien à voir. Je sais pas, est-ce que j'ai le droit d'envoyer un mail à quelqu'un un exemple typique, le spam, mails sont non sollicités. Mais en fait, plein de gens spam, mais plein de gens ne savent pas que tu peux tout à fait légalement envoyer un mail à un destinataire professionnel. Donc, du moment qu'un professionnel, ça je le dis, puis il y en a qui ne le savent pas, il met son mail sur son site web, une adresse pro, hein, donc nom de domaine, tu as le droit légal d'envoyer de la publicité parce que lui, il a mis publiquement son adresse. Par contre, le gars qui, son adresse, tu vas récupérer @gmail.com ou hotmail.com, là, tu n'as pas le droit, c'est du spam. Mais si ton mail non sollicité, il permet de se désinscrire, par exemple, il donne de la valeur et il te permet de faire du business, qu'est-ce que tu vas chercher des lois qui n'existent pas pour te… Tu vois. Donc, des fois, il faut, je dirais pas, enfin, chacun a sa vision, mais transgresser tes règles ou les règles que tu as imaginées et des limites que tu t'es mis et que si tu ne les dépasses pas, tu ne vas pas atteindre des résultats. Je ne sais pas comment toi tu vois la chose par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi. J'ai une idée en tête d'ailleurs. Quand tu débutes dans le business, que tu crées une entreprise, que tu vas voir un comptable, n'importe quel comptable te dira mettez un petit peu de côté. Alors, ça va paraître pour ceux peut-être qui sont pas dans le business, ils vont peut-être être choqués par ce que je vais dire, mais c'est ce que n'importe quel comptable te dira. Donc, transgresser un peu les règles aussi de ce côté-là. Et tout le monde le fait. C'est un mensonge de ne pas le dire. On va parler d'optimisation, par exemple. On va parler de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale d'un grand groupe, c'est de pouvoir mettre des entreprises dans différents pays pour optimiser fiscalement son entreprise. Tout comme le boulanger du quartier, ça va être peut-être de prendre 10% de la recette de côté. Et c'est plus ou moins transgresser des règles pour être en activité, quoi. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a une question, Fabien? Alors, celle-ci, elle est un peu spéciale comme question. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et ça serait laquelle et qu'est-ce que tu répondrais à cette question? Sincèrement, Giuseppe, avec la qualité de tes questions sur le mindset et sur cette vidéo, à froid comme ça, j'en ai aucune idée. Mais par contre, je vais y réfléchir et si j'ai, je me permettrai de te faire un message sur LinkedIn avec grand plaisir. Cool. Un énorme merci, Fabien. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Merci pour ta générosité. Merci pour ta franchise. Tu as donné des perles et je pense que ceux qui ont écouté avec attention ont vraiment intérêt à revoir le truc, prendre des principes. Après, voilà, ils sont peut-être pas d'accord sur ci ou ça. Ce n'est pas la question. Il n'y a pas besoin d'être d'accord. Mais prendre le principe et l'appliquer pour son business, ça peut faire une énorme différence. Je vais rebondir. Je vais te remercier aussi, bien entendu, Giuseppe, pour l'invitation.
C'est un grand plaisir pour moi d'avoir la chance de toucher ta communauté et j'en ferai de même, je partagerai avec la mienne. Mais comme tu viens de le dire, hein, c'est juste mon avis, mon opinion, c'est pas, ça ne vaut que c'est ma réflexion, hein, ni plus ni moins. Chacun, bien entendu, il faut avoir des réflexions. On a tous des réflexions, des idées différentes, hein, mais c'est comme ça. C'est en partageant, on prend ce qu'on pense être positif et on laisse de côté ce qui ne nous intéresse pas. Mais encore une fois, c'est que mon idée, mon opinion, rien de plus, quoi. Oui, non, c'est clair, mais à part le fait que je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans ton opinion, même si c'est la tienne, elle peut servir comme déclencheur, tac, pour arriver à des conclusions. Donc, un énorme merci encore une fois pour cette interview et au plaisir d'échanger encore avec toi, Fabien. Merci Giuseppe, à très bientôt. Au À revoir à tout le bientôt. monde.